la fantasy, si on peut la définir comme un genre donc de l'imaginaire, recourt souvent à un folklore, souvent très haut en couleur, très frappant, très imagé. Et en gros, le genre est tellement vaste que ça va de Harry Potter à Indiana Jones, en passant par la guerre des étoiles. Si, la guerre des étoiles, c'est pas de la science-fiction, c'est de la fantasy. Rajouter là-dedans le Seigneur des Anneaux. Je prends volontairement des exemples qui ont été adaptés au cinéma, comme ça le plus de gens voient de quoi il est question. Bon, d'une manière générale, la fantasy, on peut la définir par une littérature d'aventure, d'évasion, ça je pense que c'est quand même assez important, et qui utilise des éléments qui relèvent d'une sorte d'imaginaire magique au sens très large, qui peut aussi bien être un folklore local que des traditions religieuses, que les contes et légendes médiévales ou peu s'en faut. Bref, c'est vraiment très très vaste. Et quand je vous disais que aussi bien Indiana Jones que Harry Potter et que le Seigneur des Anneaux appartiennent à ce genre, on voit à quel point c'est vaste. Il n'y a quand même pas grand-chose dans l'absolu à voir entre Indiana Jones et le Seigneur des Anneaux, et pourtant les deux sont de la fantasy. Je finis rapidement par une petite parenthèse. Je vous disais tout à l'heure que la guerre des étoiles, c'était pas de la science-fiction, mais c'était de la fantasy. Je le dis volontiers parce que d'une part, un, c'est vrai, deux, j'en suis convaincu, ce qui en fait est la même chose pour moi. Mais surtout, ça aide aussi à comprendre un peu le genre, et d'une manière plus générale, comment définir un genre. C'est qu'un genre ne se manifeste pas seulement par ses éléments extérieurs. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il y ait un vaisseau spatial pour que ce soit de la science-fiction. Il ne suffit pas qu'il y ait une licorne pour que ce soit de la fantasy. Les genres, de même, il ne suffit pas qu'il y ait un meurtre pour que ce soit un polar. Il y a des tas de films où il y a des vaisseaux spatiaux sans que ce soit vraiment de la science-fiction. Et par contre, La guerre des étoiles, ça raconte l'histoire d'un jeune chevalier qui, aidé d'un mentor et d'un guerrier, va libérer une princesse d'une citadelle de fer défendue par un prince noir. Moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de clichés de la fantasy qui s'y retrouvent. Alors certes, il y a des vaisseaux spatiaux, certes, les épées sont laser au lieu d'épées d'acier, mais selon moi, ça reste de la fantasy. Donc voilà, pour ce qui est de définir le genre, il est vaste. Moi, je vous ai présenté une définition que j'espère la plus objective et consensuelle possible, mais Astrid aura peut-être une définition différente de la mienne. Je pense qu'à partir du moment où on imagine un monde où, avec sa propre culture, ses propres religions, sa propre politique, et qu'on y incorpore des éléments propres au merveilleux, la fantaisie, comme monsieur l'a dit, qui n'a pas de traduction en français, je pense qu'à partir de ce moment-là, on a vraiment un genre qui se rapproche de la fantaisie. Mais dans la fantaisie, il peut très bien y avoir des meurtres, donc on peut très bien faire un polar fantasy ou un policier fantasy, ou encore comme M. Pratchett, une fantaisie plutôt humoristique. Et même au sein de la fantasy, il y a plusieurs sous-genres, la light fantasy, la dark fantasy, tous ces termes un peu nébuleux qu'on affabule pour des histoires qui traitent plutôt, par exemple, d'un univers plus sombre, et il fera plus de dark fantasy. Même par rapport au groupe de héros, quand c'est un groupe de héros, on qualifie ça plus de light fantasy, heroic fantasy, qui est quand même le genre le plus représenté, qui met un héros en avant, un genre héroïque en avant. Donc voilà, c'est multiple et c'est qu'un à la fois. Il y a beaucoup de choses à en dire et beaucoup de choses qu'on n'a pas encore découvert, parce qu'il y a les genres hybrides aussi qui commencent à arriver. Les rois maudits, c'est Maurice Druon. Où ça va être, là c'est moi qui le rajoute, mais ça peut aussi être Fortune de France de Robert Merle. Toutes ces sagas historiques qui finalement permettent avec un rien de décalage, de devenir de la bonne fantasy qui raconte des histoires de dynastie, de guerre, de jalousie, de vengeance, de complot, d'assassinat, etc. Il n'y a qu'à reprendre l'histoire des Borgia, il n'y a pas grand-chose à ajouter pour faire un bon truc de fantasy, quoi. Tout un travail, autant au niveau géographique, politique, religieux, il faut créer des personnages qui soient vraiment dans une époque bien particulière. C'est pas tout de créer une histoire, de créer des personnages, il faut vraiment les ancrer dans un monde particulier, comme on se sert de l'histoire, comme les leçons qu'on a apprises de l'histoire, pour faire un monde tout à fait particulier, un monde qui à la fois nous appartient et qui appartient au lecteur, pour que le lecteur puisse s'y retrouver et comprendre certains codes. La fantasy permet de se poser ces problèmes-là, et là, ça lui est spécifique, il n'y a que elle qui sait faire ça. C'est par exemple se demander quel est l'humain, ou comment l'humain réagit
quelle morale on arriverait à établir si on était sûr et certain si l'existence des dieux était avérée. Je ne vous parle pas seulement de foi, je respecte pleinement la foi de ceux qui sont convaincus que Dieu ou Allah ou un autre existe, c'est pas ça. Mais si vraiment on les voyait, s'ils n'étaient pas plus, il n'y avait pas plus matière à discussion sur l'existence du divin que sur la gravité, les pommes, les poires, les pierres et le cycle des saisons. Ça changerait éminemment la manière de voir le monde. Bien évidemment, on pourrait pas faire abstraction de ça. Ça, la fantasy permet de se poser ces problèmes. Là où je pense qu'elle est moins bien armée, c'est pour parler vraiment du monde actuel. C'est-à-dire, je sais que j'ai des... Alors là, je vais faire l'avocat du diable en même temps, parce que je sais que j'ai des collègues qui pensent absolument pas ça, mais qui me disent au contraire, mais non, avec la fantasy, tu vois, on a deux peuples qui se font la guerre, mais en fait, l'histoire, c'est le conflit israélo-palestinien. Et moi, j'y crois pas. Moi, je crois pas. Je crois que pour raconter le conflit israélo-palestinien, il faut faire un truc sur le conflit israélo-palestinien. Si on fait un truc entre deux races d'elfes, c'est plus le même impact. C'est très bien, c'est génial. Hein. Moi, je veux bien faire des histoires d'elfes qui se bagarrent pour un bout de forêt ou qui ont des légitimités différentes et conflictuelles, et ça dure depuis des millénaires, et etc. Chez les elfes, tout dure des millénaires. En même temps... Ouais, ils sont bien. Ils peuvent se le permettre. Ils ont trop de loisirs, les elfes, il faut le savoir. C'est des gens qui ne sont pas assez occupés. Donc, au-delà de ça, au-delà de ça, moi je pense que la fantaisie n'est pas super armée pour ça. En tout cas, pas pour démontrer des points particuliers. Par contre, lorsqu'il peut s'agir d'exprimer des valeurs ou des défauts ou des choses qui sont permanentes chez l'être humain, la fantaisie peut très bien le faire pour exprimer l'ambition, la veulerie, le courage, la jalousie, etc. Bon, c'est le passage biographique. J'ai commencé, j'étais auteur, enfin j'ai fait des 800 millions de métiers quand j'étais jeune. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'occasion d'écrire 2-3 bouquins qui m'ont filé le virus. Et puis un jour... C'était quoi ces bouquins? C'était des bouquins adaptés de jeux de rôle. Et mais bon, j'ai quand même trouvé que c'était bien comme activité, écrire des romans. Puis on fait ça chez soi, c'est pas salissant, il y a plein d'avantages. Donc ça me correspondait bien. Et je me suis dit, bah, au bout d'un moment, avec ce premier éditeur, l'aventure a pris fin. Et je me suis retrouvé un peu le nez dans l'eau, à ne pas savoir comment gagner ma vie. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu sais faire? Ben, au moins ça, essaye. Et donc pendant longtemps j'ai réfléchi et j'hésitais justement entre faire soit un roman de fantasy, soit un roman historique. Roman de fantasy parce que c'est plus ou moins ma culture. J'ai eu la chance d'avoir, quand j'étais adolescent, il y a une collection, à l'époque ça s'appelait Presse Pocket, maintenant ça s'appelle Pocket, mais une collection qui a commencé à traduire des grands textes de fantasy, les romans de Michael Moorcock, de Fritz Leiber, de Jacques Vance, de Zelazny, enfin bon, tout ça, tous ces classiques de la fantasy, j'ai pu les découvrir à cette époque-là, donc ils ont imprégné mon imaginaire. Donc j'hésitais entre faire un bouquin de fantasy et puis faire un bouquin historique, parce que ça c'est c'est l'autre moitié du cerveau. C'est mon amour pour Dumas, pour Robert Merle, pour Druon, pour les grandes sagas historiques, mais aussi bien en France que celles qui racontent la guerre de sécession. Enfin, Nord et Sud, j'aime beaucoup aussi, par exemple. Donc j'hésitais vraiment entre les deux. Et pendant un mois, j'ai hésité. En développant un projet en parallèle, deux projets, comme ça. Mais je tournais en rond, j'avançais pas bien. Et puis un jour, j'ai fait bon sang, mais c'est bien sûr, je vais faire les deux en même temps. Et j'ai écrit Les Ombres de Willstadt. Justement, comme M. Pével, c'est assez curieux. J'ai une autre grande passion, c'est l'Antiquité romaine. Ça, c'est un truc, c'est mon dada, j'ai fait mes études là-dedans, et c'est vraiment une passion de faire des recherches, d'apprendre de nouvelles choses. Et donc j'aimais bien ces deux trucs-là. Je me suis dit, oui, bon, bah, je fais de la fantaisie, j'aime bien la fantaisie, je baigne dedans depuis que je suis toute petite, je dis ça depuis que je suis toute petite, je ne sais pas beaucoup grandi depuis. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire les deux? Pourquoi ne pas faire de la fantaisie comme j'aime la lire, et l'Antiquité romaine comme j'aime l'étudier, comme j'aime l'apprendre. Et donc du coup est né un roman hybride, comme j'en parlais tout à l'heure, de la fantaisie historique qui mélange à la fois le côté fantaisie et le côté Antiquité romaine.
Angleterre, ils mélangent volontiers horreur et fantasy. Et donc, du coup, Dracula rentre dans la catégorie. En France, non. En France, on considère que c'est autre chose, que la littérature d'horreur a ses propres codes, ses propres règles, qui sont trop différents des codes de la fantasy pour que les deux genres puissent être assimilés. Il y a un exemple que je prends assez volontiers, un parallèle qui, c'est à l'emporte-pièce, mais Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes et de beaucoup d'autres livres d'aventure, dont certains sont très bien, et ben c'est Sir Conan. Il a été anobli. Nous, Alexandre Dumas, il n'est jamais rentré à l'Académie française. Et pourtant, c'est un exemple que je prends volontiers parce que Dieu sait s'il aurait aimé entrer à l'Académie. C'est pas comme s'il avait boudé ça de loin. Hein. C'est que vraiment, les gars, ils lui jetaient des pierres. Hein. Ils fermaient les volets dès qu'ils passaient dans la rue, les gars barricades et tout. Ils voulaient vraiment pas lui à l'Académie française, c'était clair. Peut-être aussi avait-il le malheur, en plus d'être un romancier populaire, d'être quart noir. C'est ça, surtout. Mais au-delà de ça, c'est quand même symptomatique. C'est qu'il y a chez les... Alors, le succès c'est pas forcément un synonyme de qualité, mais il n'empêche, vous voyez, que dans l'Angleterre victorienne, le papa de Sherlock Holmes, il y a quand même des gens, jusqu'à la reine, qui se sont sentis obligés de valider le truc, de le féliciter d'une certaine manière. Il était anobli, bon sang, quoi. Alors, il a été fait sir. C'est-à-dire que c'est un titre qui ne se transmet pas. Les descendants de Conan Doyle ne sont pas nobles. C'est un truc qui est que pour lui. C'est un bout que pour lui, mais ne serait-ce que lui, jusqu'à sa mort, était quand même noble, quoi. Aristocrate. En France, la reconnaissance du succès est anecdotique. C'est presque même l'inverse. Hein. C'est que si vous avez du succès, c'est forcément que vous vous êtes trompé quelque part. Hein. Ou alors que vous avez fait un truc pas net, c'est bizarre. Il y a un côté français très snob, qui est que quand ça marche, les bouquins qui marchent, ils sont forcément lus par des gens qui s'y connaissent pas bien, quoi, parce qu'ils sont si nombreux que forcément ils sont idiots. Ça doit sentir un peu la sueur. C'est un peu prolo, toutes ces histoires-là, ça plaît pas, quoi. Retournons au café de Flore, prenons des cafés à 15 francs, à 15 euros et discutons de tel roman qui n'intéresse personne. Il y a quand même ce côté-là, vraiment. Et je peux vous assurer que comme moi... En Belgique, c'est pire. Ah bon? En Belgique, c'est pire. Mais quand on écrit de la littérature de genre comme moi, on le sent. En cherchant. Non, mais vraiment. Moi, j'ai pas d'autre solution que ça. Je suis vraiment pas un auteur inspiré. Je crois d'ailleurs pas beaucoup à l'inspiration. Mais précisons que je fais ça pour gagner ma vie. Moi. Je suis romancier, je vis de ma plume. Donc, si j'attends d'avoir l'inspiration, je vais aussi devoir attendre pour manger. Et ça m'embête. Ah oui, je suis d'accord. Donc, il faut que ça vienne. Et ce qui qualifie probablement un auteur professionnel et ce qui le différencie d'un autre, c'est que lui, quand il cherche, il trouve. Le scriptural, c'est celui qui invente au fil de la plume. Il invente en écrivant. Et le structural, c'est celui qui fait un plan hyper bétonné de son bouquin avant de commencer à l'écrire. En fait, il l'a déjà écrit une première fois avant de commencer à l'écrire. Ça, c'est les deux extrêmes du spectre. Et évidemment, entre les deux, il y a toutes les déclinaisons possibles et imaginables. Il y a certains... Alors ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de bonne technique. C'est ça qui est rigolo. C'est que la bonne technique, c'est celle qui fonctionne pour soi. Parce que j'ai des copains qui commencent des histoires, ils ne savent pas où ils vont, et ils écrivent des bons bouquins. Moi, je peux vous assurer que si je fais ça, c'est la catastrophe assurée. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a une maison qui brûle et un suicide. Et il y en a d'autres qui commencent, par exemple, ils ont les 4 premiers chapitres, les 4 derniers. Au milieu, ils ne savent pas. Et ça leur va très bien. Et puis, il y a les gars comme moi qui font un plan hyper détaillé, qui connaissent l'histoire sur le bout des doigts, qui ont même des éléments de dialogue, des éléments de description, des éléments de vocabulaire qui sont pris en note. Et ensuite, là, je reprends la formule, je la vole à Pénac, qui disait que, parce qu'il fonctionne comme ça aussi, il disait que quand il commence à écrire l'histoire, il faut qu'il n'ait plus qu'à écrire l'histoire. S'il doit faire autre chose, il est moins bon en écriture. Et c'est vraiment comme ça que je vis la chose aussi. J'ai 2 métiers, 2 temps de travail, 2 temps de conception, presque 2 personnalités, une schizophrénie de l'écriture. Il y a le côté, je suis scénariste, j'invente l'histoire, je fais tout ça, je bâtis un truc le plus solide possible, le plus intéressant possible, dont je me dis non seulement ça va être agréable à lire pour le lecteur, mais surtout moi je vais prendre du plaisir à l'écrire.
Et une fois que c'est fait, je commence un autre métier qui est raconter l'histoire que j'ai imaginée. Et, je ne sais pas par quel miracle ce serait possible, mais je pense que je pourrais volontiers confier la première étape de mon travail à quelqu'un qui pourrait l'écrire, sans être particulièrement frustré. Ce serait même intéressant de voir ce qu'il en fait. Inversement, je pense que je pourrais, si on me donnait un matériau de base structuré, parfait, et qui ne serait pas de mon fait, que je n'aurais pas imaginé, je pense que je pourrais prendre plaisir à le raconter aussi. C'est tellement deux temps de travail différents pour moi que je pense que je pourrais le... je sais que je travaille bien avec eux, et en particulier avec Stéphane Marsan, pour des raisons professionnelles d'une part, c'est-à-dire qu'ensemble on fait un bon duo, je crois efficace, parce que mes bouquins ne seraient pas, je vous paraît immodeste pour tout dire, pas aussi bons qu'ils le sont sans lui. C'est-à-dire une part de la qualité de mes bouquins, c'est dû à Stéphane. Il n'y a pas une ligne qui ne soit pas de moi dans mes livres, attention, hein, mais de même qu'il y a des producteurs qui sont excellents, avec lesquels tous les artistes veulent travailler pour enregistrer des disques. Ben, Marsan, c'est un peu l'équivalent en éditeur, quoi. Maintenant, ça marche pour moi, ça ne marche pas pour d'autres. Hein. S'il suffit qu'il y ait une licorne, par exemple, il y a une série télé maintenant qui est un peu datée, mais qui s'appelle Ali McBeal, je ne sais pas si oui. Il y a un épisode où il y a une licorne. Je ne suis pas sûr qu'Ali McBeal ce soit de la fantasy. Mulan, moi j'ai vu un film de fantasy. Alors oui, ça se passait en Chine. Il a fait un très bon. Oui, ça se passe en Chine, dans une époque qui avait censé être avérée. Certes, Mulan aurait pu exister. Maintenant, le traitement qui est fait d'Attila et de sa clique, le gars, c'est un orque. Hein, donc c'est un traitement très, pour le coup, là, très fantasy. Je me fais souvent l'idée du cerveau comme d'une éponge. Et je pense que durant les premières années de sa vie, jusqu'à, mettons, 20-25 ans, cette éponge s'imprègne de tout ce qui lui tombe dessus, de tous ces sucs. Et ensuite, lorsque ça doit ressortir, lorsqu'on presse l'éponge, si vous avez mis 2 sirops sur l'éponge et que vous pressez l'éponge, n'essayez pas de sortir les sirops séparément, hein, ça ne marche pas. Et bien, ressort tous ces sucres mélangés qui sont l'imaginaire individuel de chacun. L'analogie se prolonge dans le fait aussi qu'une éponge, à partir d'un certain moment, elle est gavée, elle ne peut plus absorber. Elle peut apprécier des choses, mais ce qu'on verse dessus va ruisseler parce qu'elle est saturée. Et ça, je le crois aussi pour l'imaginaire, je le crois aussi pour le cerveau. Donc moi, ma génération fait que, par exemple, le manga est arrivé un peu trop tard pour moi. Je peux l'apprécier, je peux trouver ça très beau, d'ailleurs c'est le cas, il y en a que j'adore, mais je sais que je ne pourrais pas devenir mangaka, je ne pourrais pas m'en imprégner assez pour ensuite ressortir quelque chose d'intéressant dans ce niveau-là, de cette culture-là, parce que c'est déjà plus la mienne. Par contre, j'ai vu des films de KPDP, j'ai lu des romans de KPDP à un âge où ça m'a imprégné, et je pense que, ajouté à tous les autres sucres qui sont venus remplir mon cerveau, lorsque je presse et que je veux exprimer quelque chose qui relève du KPDP, c'est quelque chose qui est à ma sauce, sans mauvais jeu de mots, mais qui est vraiment à ma sauce, parce que c'est imprégné d'autres trucs qui m'ont marqué. Voilà comment je vois les choses. Il y a... la théorie, elle n'est pas exclusive de moi d'ailleurs, elle m'a été inspirée par une interview que j'ai vue de Marcel Gottlieb, qui disait exactement ça. Il disait que lui, quand il était gamin, il avait vu les Marx Brothers, il avait lu le National Lampoon ou Mad, le magazine Mad aux États-Unis, que ça l'avait imprégné. Tout cet imaginaire-là, ce type d'humour-là, l'avait vraiment marqué. Évidemment, les dessins animés Tex Avery aussi, mais il disait, par exemple, Coluche, c'est un humour que j'aime beaucoup, mais il est arrivé trop tard. Il ne peut pas m'imprégner, je ne peux pas en faire quelque chose. Cet humour-là, c'est plus le mien, quoi. Donc voilà. Donc la fantaisie, elle arrive à un bon moment pour imprégner mon cerveau éponge, qui va bientôt sécher comme les vieilles éponges. L'analogie est terrible quand on y pense. Mais bon, il y a des éponges toutes neuves qui arrivent.